Merci à tous de nous écouter. Vous écoutez le programme Regard panafricain sur For You Radio 96.3 FM. C'est un plaisir de vous retrouver. Bola Ahmed Tinubu, président de la CEDEAO, a chargé lors d'une visite de Diomaye Faye, le président du Sénégal, d'une lourde tâche, celle de ramener les pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, au sein de la CEDEAO. Peut-on dire que c'est peine perdue pour le président sénégalais Diomaye Faye auprès de ces trois différents pays, alors même que les ministres des Affaires étrangères se sont réunis le 17 mai dernier au fin de préciser encore plus le projet de la Confédération? Eh bien, mission impossible pour Diomaye Faye. On en parle dans ce programme Regard panafricain qui reçoit le docteur Delvaris Ngudjou, il est économiste et géostratège. Merci d'être là dans le cadre de ce programme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Bégoudé et bonsoir aux téléauditeurs de For You Media. Merci pour l'invitation. Et je vous en prie, merci d'avoir honoré notre invitation à la mise en onde de Kélé, Regard panafricain. Commence tout de suite. Bienvenue à tous. Et voilà, c'est acté. Diomaye Diakhar Faye est donc chargé de ramener au sein de l'AES, au sein de la CEDEAO, pardon, les pays de l'AES aujourd'hui. Vous le savez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Docteur Delvaris Ngudjou, peut-on dire de but en bois comme ça que c'est une mission impossible, une peine perdue pour le président sénégalais? Mais déjà, pourquoi donner une tâche pareille au président sénégalais venant du Nigeria, à savoir du président en exercice de la CEDEAO, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu? Premièrement, il faut peut-être conceptualiser les choses. Le président, justement, le président Faye étant en déplacement dans sa tournée sous-régionale, il a été reçu par le président nigérien, qu'il a presque supplié d'exhorter les trois autres États, notamment le Niger, le Burkina et le Mali, de revenir au sein de la CEDEAO. Moi, je pense pour ma part que le président nigérien, comme d'autres présidents membres de la CEDEAO, reçoivent leurs instructions de Paris et se disent que les personnes qui peuvent être beaucoup plus entendues ou alors d'abord même écoutées par ces trois nations peuvent être les membres du nouveau pouvoir actuel à Dakar. Premièrement parce que ces présidents sont quand même jeunes. Quand vous regardez le président Tinubu, nous parlons, vous savez, il est extrêmement fatigué, comme le président du Ghana, pas très loin du président de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand vous regardez le capitaine Traoré ou alors le colonel Goïta, en réalité, ces deux personnalités sont beaucoup plus proches, je vais dire, au niveau du clan d'âge de M. Faye, du président Faye, que de M. Sonko. Je vais dire, rien qu'au niveau de la compréhension des événements, tenant compte du clan d'âge, je pense que ce sont des personnes qui devraient facilement être écoutées. Ça mais d'une autre manière, de l'autre manière, vous savez, les pouvoirs actuellement, que ce soit au Niger, au Burkina ou au Mali, ce sont les pouvoirs qui sont d'essence panafricaniste. En réalité, quand on va peut-être aborder cet aspect tout à l'heure, qui sont d'essence panafricaniste. Donc, ils pensent à une certaine union entre les États du continent africain et qui pensent que les États gagneraient plus à s'unir pour pouvoir faire face au challenge. Et, vous savez, du point de vue occidental, le président Faye et Sonko sont vus comme des panafricanistes de gauche. En réalité, ce sont les gars de la gauche. Et vous voyez, les mesures qui sont prises sont en réalité des mesures de la gauche. Donc, même au niveau idéologique, ce n'est pas des gars qui sont dans le capitalisme sauvage comme dans beaucoup de pays. Vous voyez, par exemple, les décisions de Faye, il dit de créer un stop par rapport aux gens qui étaient en train de construire dans la baie de Dakar, face à l'océan, en désordre là. Ça veut dire qu'il y a un certain État qui veut être fort. Quand vous voyez les mesures qui sont prises, disons, vous avez pu remarquer qu'il a pratiquement institué le fait que quand il rentre d'un voyage,
les mêmes gouvernements ne sont pas venus s'aligner comme on fait dans beaucoup de pays, dont chez nous au Cameroun. Il estime que c'est du temps qui coûte cher à l'État et que ces gars devaient être au travail, etc. Ça sont des mesures un peu plus du côté gauche. Quand vous voyez prendre des mesures comme, par exemple, disant que les entreprises françaises doivent payer des impôts à l'État et au Sénégal, en réalité, on veut un État fort. C'est pas un État d'un capitalisme ouvert brut, comme au Nigeria ou comme au Ghana, etc. etc. Donc, les mêmes mesures avaient d'ailleurs été prises au Burkina Faso aussi. Exact. Donc, quand on regarde, même du point de vue de l'idéologie, le pouvoir actuel au Sénégal est un peu plus proche de ces actions-là. Parce que vous n'allez pas envoyer un gars du Nigeria ou du Ghana ou même de la Côte d'Ivoire. Ouattara peut pas aller se tenir là-bas pour parler. En vertu de quoi? De comment? Il n'y a pratiquement personne là. Talon, est-ce que c'est Talon qui va aller au Niger, dit que revenir avec ce qui se passe entre eux? C'est pas sérieux. Donc moi je pense que d'abord au niveau du clan d'âge, deuxièmement au niveau de l'idéologie, oui, ils font bien de choisir. Il n'y a pas meilleur choix que ces personnalités-là. Maintenant, de l'autre côté aussi, il faut bien remarquer que ça va être extrêmement difficile. Pas mission impossible, puisque nous ne contrôlons pas le futur. Mais beaucoup trop difficile, d'autant plus, comme on dit chez nous, en prenant le cas où l'oiseau a vu. En prenant le cas où l'oiseau a vu, pourquoi? Parce qu'en fait, le président Tinubu fait cette sortie. Mais n'oublions pas que pratiquement dans les mêmes moments, il y a une réunion à Abidjan, une réunion du Conseil des sages, et celui qui c'est le Conseil des sages, qui préside le Conseil des sages, c'est l'ancien président du Nigeria, Jonathan Goodluck. Et justement, ils ont fait pratiquement 2 jours à Abidjan pour tabler juste de cette question-là, de comment, du pourquoi faire entrer les 3 autres dans les rangs. Et après le Conseil des sages, après la réunion d'Abidjan, que vous connaissez, c'est-à-dire la France n'est pas loin, les troupes sont là, le pouvoir Ouattara est là, et tous ces gars sont là. Curieusement, c'est là qu'on peut tenir la réunion pour exhorter ces gars à revenir. Donc quand il vous parle du côté Nigeria, il y a une réunion à Abidjan, et l'issue c'est la même chose. Pourquoi? Parce que, de mon point de vue, c'est que curieusement, quelques jours avant, ces gars ont entendu que les gars de l'ES ont peaufiné leur projet pour la Confédération. En réalité, ils sont en train de passer à des étapes beaucoup plus concrètes. Et comme ils l'ont dit, les chefs d'État, les chefs de département ministériel, notamment les ministères des Affaires étrangères, ont eu un travail technique qui s'est déroulé pendant longtemps. Et quand ils sont rencontrés, les dernières décisions, puisque les gars ils font leur travail technique, mais ils doivent soumettre la mouture de leur travail au chef d'État, c'est-à-dire Goïta, Traoré et Tiani, parce qu'en réalité après M. Diop a rencontré Tiani, et justement pour présenter déjà le projet. Généralement ce sont les chefs d'État qui donnent leur aval. Et comme ils l'ont dit, l'objectif c'est d'institutionnaliser l'AES. Ça devient une institution. Et ils devraient pouvoir défendre leurs intérêts comme l'Union européenne défend les leurs. En d'autres termes, ils devaient s'efforcer d'être d'accord sur la plupart des sujets sur le plan international. Et même avant de passer à cette phase d'institutionnalisation, dans la pratique, c'était déjà cela. On a pu remarquer que les 3 armées commencent à travailler en symbiose depuis déjà. C'est pourquoi, vous savez, il y avait un communiqué qu'ils avaient commis il y a de cela quelques temps. Ils disaient clairement qu'attaquer un des 3 États correspondrait à attaquer les 2 autres. En d'autres termes, les 2 autres vont intervenir. Ça veut dire qu'ils peuvent intervenir. C'est qui dit qu'il y a une certaine institutionnalisation déjà dans les faits. À plusieurs reprises, par exemple, vous avez pu comprendre que quand le Niger était en crise, avec toutes les sanctions, il y a eu des camions et des camions, des centaines de camions de vivres qui ont été dépêchés du Burkina Faso allant vers le Niger. Et tout récemment, nous avons pu connaître une grande crise sur le plan international, pendant qu'au Cameroun, on augmentait le prix du pétrole, du carburant pour les véhicules, les diesels par exemple, à 830 francs. Le Niger a pris sur lui d'approvisionner en carburant le Burkina et le Mali à un coût extrêmement abordable, parce que le coût qu'ils a posé c'est autour de 350-400 francs, c'est-à-dire pour moins de la moitié de ce qu'on nous vend au Cameroun, nous qui sommes un pays producteur du pétrole. Je vais dire, ça c'est ce qu'on appelle des pas faits dans la réalisation. Mais là ce sont les opérations de fait, ça veut dire dans les faits. Mais en dehors des faits, il faut faire le droit. Ça veut dire qu'on passe aux faits, on fait le droit. Dans beaucoup de cas, on fait d'abord le droit avant de faire le fait. Et dans le cas d'espèces, ils ont fait des actes concrets qui montrent qu'il y avait une coopération de fait. Mais maintenant, il faut institutionnaliser cela et
je pense que depuis des mois, ils travaillent déjà sur le projet. Mais curieusement, pour revenir à votre question principale, quand les gars à Abidjan ont entendu que les gars là, ils sont en train même déjà de passer à une autre étape, ils sont passés aux faits, ils ont passé des faits au droit, c'est important qu'on puisse casser. Et je suis convaincu à presque 99% que ces gars, ils sont juste en train de faire, je vais dire, les gars de la CEDEAO, ils sont seulement en train de faire la politique du bâton et de la carotte, pas plus que cela. Je suis convaincu que ça, il y a des éléments qu'ils ont choisis pour faire une action diplomatique. Mais à côté, ils sont en train de préparer un plan B, qui est un plan militaire. Ça, j'en suis convaincu. En d'autres termes, on en a vu. Vous savez, après, en janvier déjà, quand les 3 États ont commis le communiqué constatant leur sortie de la CEDEAO, c'est quelques semaines après, on a commencé à prendre les mesures pour lever les sanctions. Alors que c'est les gars qui étaient hier prêts à vouloir vous écraser. Ils ont commencé à lever les sanctions. Maintenant, quand on a pris un autre pas, disant que nous allons passer des faits au droit, il faut encore un temps de communiquer. Alors que, remarquez bien que dans le sillage entre janvier et juin, nous avons vu les sorties d'un responsable français, par exemple. Parce qu'en réalité, quand le général Lecointre parle, il parle de la zone sahélienne. Quand il parle d'intervenir, il parle de la zone sahélienne. Quand il dit que les Européens doivent fédérer leurs forces pour avoir des détachements pour intervenir rapidement, il parle de la zone sahélienne. Et quelques semaines après, on entend que les Européens, dont Emmanuel Macron a tenu le flambeau, se sont mis ensemble pour mettre en place une force de réaction rapide en Europe. En réalité, l'intervention, c'est où? C'est plutôt dans cette zone-là. Quand on est dans un contexte comme celui-ci, quand les Américains sont chassés au Niger, ils ne veulent pas partir. Ils disent qu'ils veulent partir, par exemple, rester en Mauritanie. Ils veulent toujours rester non loin de la zone. Mais pire, vous savez, aujourd'hui, par exemple, le président du Kenya a été reçu à la Maison-Blanche. C'est la première fois en 14 ans qu'un chef d'État africain est reçu à la Maison-Blanche. Parce que l'objectif principal, comme les Américains l'ont avoué, c'est qu'ils sont en train de vouloir à tout prix avoir ou éparpiller dans le monde entier en général et sur le continent africain les bases de l'OTAN. Qui dit OTAN, c'est vraiment pas l'américain, mais qui dit aussi française. Je vais dire qu'en fait, nous sommes dans un contexte où les affidés du colon voient que graduellement, plus le temps passe, plus l'AES ou ces 3 États sont en train de s'éloigner d'eux. Et comme on dit, il faut tuer l'exemple en réalité. Il faut tuer cet exemple, car cela peut inspirer d'autres États. Donc pour ma part, pour répondre directement à votre question, je dirais que en fait, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'à grands pas, l'AES est en train de se formaliser et cela ne joue pas dans leurs intérêts. Merci, docteur Delvaris Ngudjou. On parle donc de cette force militaire. Vous mentionniez d'ailleurs tout à l'heure cette intervention militaire. Pensez-vous que militairement, les pays de l'AES pourraient être stoppés dans leur élan? Vous avez également évoqué des tractations de la CEDEAO. On n'oublie pas qu'après l'annonce du départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, eh bien, la communauté économique avait décidé d'octroyer à chaque pays une enveloppe pour lutter contre le terrorisme. Autant de choses à souligner également. Justement, et comme on dit, en réalité, on apporte des médicaments quand la personne est déjà morte ou quand elle est déjà rétablie. Mais quand la personne était malade, elle avait besoin de soins, on n'a jamais été à ses côtés. Au contraire, on a voulu la précipiter. Parce que quand les Nigérians, les Béninois et les Ivoiriens se mettaient ensemble, je parle des États, pas des peuples, bien sûr, se mettaient ensemble pour envoyer des troupes marcher sur Niamey. Cette nation avait plus besoin de solidarité, avait plus besoin d'être soutenue. Quand ces différents États-là ont voté à Abidjan de suspendre, entre guillemets, les maigres avoirs nigériens dans les comptes de la BCEAO, ne permettant plus à l'État nigérien de payer les fournisseurs. C'est-à-dire, vous rendez un service à l'État du Niger, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez rendu un service à l'État a toute la volonté de vous payer, la CEDEAO dit ne paye pas. Ou alors je te refuse de payer. Mais quand vous faites là, vous pénalisez qui? Ce n'est pas l'État nigérien. C'est le chef d'entreprise qui emploie 10, 20, 30, 40, peut-être 200 personnes, mais qui ne peut pas verser les salaires. Parce que vous avez confisqué l'argent, ou justement vous avez gelé les avoirs de l'État du Niger. Sur quel rapport?
Nous parlons de crise. Pourquoi un opérateur économique qui ne connaît rien de la politique ne va pas recevoir son dû parce que vous avez un problème avec l'État du Niger, etc., etc. Ce que je dis pour le Niger vaut pour le Burkina Faso ou vaut pour le Mali. Mais très curieusement, est-ce qu'au Tchad on a pris les mêmes mesures? Est-ce qu'on a géré les arbres au Tchad, etc., etc. Donc moi je pense pour ma part que ce sont les mesures justement comme que vous soulignez. Tout démontre simplement que nous sommes dans une situation de crise et les gars sont vraiment décidés. Les gars sont décidés. Et de l'autre côté, comme vous demandez, par rapport aux forces militaires, très sincèrement, je ne vois aucune nation dans la sous-région actuellement qui peut résister à ces différentes armées. L'une des meilleures armées dans la région, c'est l'armée nigériane. Mais en réalité, l'armée nigériane, moi j'ai fait le Niger régulièrement, c'est une armée qui est extrêmement corrompue. Extrêmement corrompue. Moi j'étais surpris qu'il y avait un individu au Niger qui avait un sous-marin à lui. Vous avez pu remarquer que tout récemment, ils ont dû, ça fait 2 ou 3 semaines déjà, là, ils ont dû saisir les bateaux qui étaient en train de mouiller au côte du Nigeria. Il y a un bateau qui était capable de recevoir dans sa source 130 000 tonnes de carburant. Vous pensez que ça fait quoi là-bas? Il pille le pétrole du Nigeria. Et ça ne peut pas se faire, ça. Il y a de cela, je crois, c'était l'année passée, on a pu découvrir qu'au Nigeria, des individus avaient construit leur pipeline personnel. C'est-à-dire, il y a un gisement de pétrole. C'est dans la mer. Les individus sont venus construire leur pipeline sur le gisement et ça approvisionnait les bateaux en haute mer. Ça veut dire, l'État a ses installations, mais curieusement, on se rend compte qu'il y a un tuyau là. Mais le tuyau là va où? Des gars ont branché ça et ils vendaient le pétrole international. Très sincèrement, vous ne venez pas construire un pipeline sur... Un pipeline, ce n'est qu'un tuyau d'un moyen de transport. Oui. Vous ne faites pas cela pour voler le pétrole de l'État s'il n'y a pas de complicité jusqu'au haut niveau. Ça ne se fait pas. Et ça, c'est un élément. Quand vous voyez, mais vous avez pu remarquer, on a eu des difficultés importantes dans la lutte contre Boko Haram. Mais par exemple, Boko Haram n'a jamais occupé une partie du territoire camerounais. N'a jamais occupé une partie du territoire tchadien. Mais au Nigeria, c'était leur dos, c'était leur lit. Et vous savez pourquoi? On a vu remarquer qu'une bonne partie du matériel que Boko Haram avait, c'était au Nigeria qu'on voyait Boko Haram venu dans les camps, les militaires fuient, Boko Haram prend des chars d'assaut, tout, ils occupent les camps. Mais parce qu'une bonne partie des militaires, c'est des corrompus. Et ça, c'est très dangereux. C'est qu'on voit dans les pays sérieux, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, quand il y a des corruptions établies, on arrête. Parce que quand la corruption rentre dans l'armée, l'armée n'est plus l'armée. L'armée n'est plus l'armée. Vous allez dire, la preuve en est, vous avez vu, quand Tinubu a voulu faire des bruits disant qu'il apprête les troupes, les bérets verts qu'il voulait envoyer. Mais on a commencé à avoir un peu le coup d'État. Oui. On dit non. Si tu veux faire la guerre, tu portes les armes, toi tu vas là-bas. Si tu continues à dire la guerre contre le Niger, nous-mêmes on va faire le coup d'État contre eux, contre toi, il n'y a plus le coup d'État. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée, elle est très puissante. Elle a du potentiel. Elle est autonome. Oui, elle est autonome même. Mais en réalité, c'est comme on dit, c'est un géant au pied d'Agine. C'est un géant au pied d'Agine. Parce qu'il y a la corruption, il y a plein de choses, il y a du business à tous les niveaux là. Ça, c'est dingue. Maintenant, la deuxième armée qui pourrait ressembler à quelque chose, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Mais vous savez que ce sont les armées de Côte d'Ivoire, comme l'ensemble des États pratiquement, qui ont une influence sérieuse du colon français, il n'y avait pas eu des armées. Il n'y a jamais eu des armées. Parce que l'accent a été mis sur la garde des républicains pour protéger le pouvoir en place. Mais curieusement, quand les chefs d'État rencontraient les différents responsables français, ils disaient que non, vous ne devez pas avoir une armée forte, car si vous avez une armée forte, les gars ils vont faire le coup d'État contre eux. C'est pourquoi chez nous, vous voyez des films militaires, on décide avec 2 petits vélos et on trouve que ça va. Si vous avez un pays, vous avez pu remarquer au Cameroun, ça fait à peine quelques semaines, où tout un État, tout un général français vient offrir à l'armée marine camerounaise une pirogue à moteur. C'est-à-dire une pirogue à moteur, et il faut bien que les gens puissent recevoir cela. C'est pourquoi vous avez vu à ce moment, le il a dit je ne peux pas, il a envoyé quelqu'un le faire. Parce qu'en réalité, on n'avait pas d'armée. C'est une des raisons pour lesquelles, je prends le cas du Cameroun, c'est une des raisons pour lesquelles le président Biya crée une armée. C'est pourquoi il crée le BIR, le bâton d'intervention. C'est une armée parallèle. Parce que le système qu'on avait fait pour le colon, c'était pas ça. C'est pourquoi après, graduellement, tous les gars qui étaient dans l'armée ordinaire ont été reformés sur la base du BIR. Que ce soit le RAS, le régiment d'artillerie de Nkonsamba, que ce soit les gars des Bétab de Koutaba, que ce soit les amphibiens ici à Tiko. Tous ces gars, on les a reformés tous. Même tous. C'est pourquoi
Le type de formation, c'était d'abord ensuite, on vous spécialise après. Vous rentrez à votre base. Okay. Parce qu'on se rendait compte, vous voyez, aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. Mais je me rappelle quand nous étions petits, vous passez. Je me rappelle toujours quand je partais à l'université ici, il y avait toujours un monsieur en tenue, armé ordinaire, avec une 33 bien glacée, sans publicité. Il dit tous les jours. Ça devient de plus en plus rare de voir nos soldats en tenue dans les débits de boissons dans un certain état. Mais avant, c'était monnaie courante. Parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Okay. Et si un travail de fond est fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, on n'avait pas une vraie armée. Okay. Les dispositions. Donc, je vais dire que, et le modèle, c'est pourquoi quand l'autre vient, quand Barbeau prend le pouvoir, après, c'est pourquoi qu'il y a les difficultés, c'est pourquoi il nomme Mangou. Il prend Mangou petit, hein. Mangou il était capitaine là. Il le fait voler, colonel. Parce que c'est un jeune, il pense autrement. Etc., etc. Donc, c'était pour répondre à votre question que la plupart de ces États, que ce soit le Bénin, que ce soit, en réalité, c'est le modèle de ces armées républicaines-là. D'où la formation initiale, importante, ce sont des armées de répression, c'est-à-dire lutter contre la population, lutter contre les opposants. En termes simples, pour répondre à votre question, s'il fallait un vrai conflit armé, je vois très peu d'États dans la sous-région où pratiquement aucun résistait aux États de l'AES. Vous avez pu remarquer la formation, prenons seulement le cas du Mali, le matériel militaire de très haute qualité qui fait pour aux Français, hein, qui fait pour aux Français. Parce qu'avant que les Français ne partent, ils ont l'interdiction. D'abord, premièrement, ils circulaient dans le sol ou dans l'air du Mali sans demander aucune autorisation. Les Maliens disent, mais c'est pas comme ça. Vous demandez l'autorisation. Les gars ne demandent pas. Les Maliens disent, arrêtez cela, ils le font. Les avions français traversent, ils étaient les transpondeurs. Vous savez, dans la navigation aérienne, il y a des même si on ne vous voit pas, mais il y a des éléments qui permettent que les radars vous détectent. Les gars, ils détectent ça, on ne peut pas les voir. Mais quand les Maliens leur ont dit que vous êtes passé à telle heure, vous avez éteint les transpondeurs, ils ont confirmé que le matériel, les radars sophistiqués russes étaient là et que même, quelle que soit la position, on était capable de les détecter. Et en matière militaire, c'est les règles du jeu fondamentales, la communication. Si on peut vous voir, c'est fini. Si on ne peut pas vous voir, c'est bien pour vous. Ce que je parle pour le Mali, ça vaut la peine pour le Burkina, ça vaut la peine pour le Niger. On a vu le matériel descendre. Ça, c'était les Ilyushin qui sont arrivés là. Les Ilyushin avec du matériel. Le matériel que même les Français n'ont pas. Il faut bien le comprendre. C'est pourquoi les Français ont des difficultés. Les Français, quand ils se déplacent dans la zone, avant, ils louaient les Ilyushin chez les Russes ou chez les Ukrainiens. C'est de très très gros avions, des grands portes là. Et maintenant, ils n'ont pas. Après, ils prenaient surtout, soit ils prennent les avions chez les Américains. Parce que si vous allez transporter, c'est même la difficulté pour laquelle, quand on leur dit de déménager, ils ont du mal. Parce qu'il faut circuler par la route. C'est-à-dire, tu vois, même ici, ils sont passés en Centrafrique, il fallait qu'ils passent ici à Douala, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, quand on leur dit de quitter le Mali, il fallait qu'ils passent un peu par le Burkina et les populations des villages disent, vous ne passez pas ici. Or, les Russes, c'est pas ça. Avec les Ilyushin, vous pouvez charger votre matériel, même les chars d'assaut à l'intérieur, et ça décolle, et ça part. Les Américains, ils ont aussi ces capacités-là. Mais ils n'en ont pas. Je veux dire, quand vous êtes dans un contexte comme celui-ci, vous avez ce type de matériel qui fait peur. C'est une des raisons même. Vous avez vu, quand les Russes débarquent à Niamey, mais les Américains ont peur. Ils ont peur alors que c'est une base aérienne. Ce n'est pas un camp militaire. La base est très grande sur des hectares. Chacun est dans son camp. Juste que les Russes chez eux peuvent connaître ce que vous faites chez vous. Ça, c'est très dangereux. Si vous avez vu une sortie, je crois, dans la semaine, il y a une sortie du Pentagone qui disait que par rapport à la guerre dans l'espace, ils ont clairement dit que c'est comme si les Russes disent qu'ils ont envoyé un satellite dans l'espace, mais ils soupçonnent que ce n'est pas un satellite. C'est une arme, c'est une arme que l'on peut utiliser dans la guerre spatiale. Et les Français ont été très victimes de ça avec les Russes. C'est que eux, les Russes, ils envoient un satellite qui est dans l'espace. Ils disent que c'est rien. Juste que c'est un satellite qui est capable de s'approcher du vôtre et ça pique toutes les informations qui sont dans votre satellite. Or, les informations qui sont dans votre satellite sont très importantes. Pourquoi en fait, c'est le résultat de toutes vos observations. Ce que vous avez préparé pour vos enfants. Tout, faites un bon truc là. Bon truc là. Quelqu'un vient, il regarde, il porte. Vous savez que vos enfants viennent manger. Lui, il connaît tout ce que vous avez préparé. C'est un peu ça que les Russes font. lui, ils viennent, ils prennent tout. Et ça, c'est dangereux. Quand vous savez que celui qui est à côté de vous peut lire dans vos pensées et que vous ne pouvez rien connaître de lui, ça fait peur. Et je vais dire, dans ce contexte, pour répondre. Exact. Oui. Merci beaucoup. Et justement, dans ce contexte, c'est pourquoi je dis, oui, avec le matériel que c'est garant, avec les opérateurs qui sont sur place, avec la formation que les gars ont tous les jours, je vois très peu d'armées dans la sous-région affronter ces gars. Je crois que c'est même pourquoi ils ont peur, hein, parce qu'ils étaient prêts à partir là. Si c'était prêt à partir.
En tout cas, merci, docteur Ngoudiou. J'ai voulu dire quelque chose. Oui, allez-y, dites-le, parce que lorsque Non. vous parlez de l'AES, vous êtes très passionné. Allez-y, dites-le. En fait, je voulais juste dire que il se dit que l'on aurait vu une personne au Tchad qui ressemblerait à Prigojine. Je ne dis pas que c'est vrai. Oui. Juste que dans mon cœur, moi, je me suis toujours dit que ce mec n'était pas moi. Parce que vous savez, en Russie, par exemple, ils ont c'est un des rares pays au monde qui a ça. Ils ont ce qu'on appelle la commission d'enquête nationale. Et quelles que soient les enquêtes en Russie, il y a un organisme qui ne s'occupe que des enquêtes. Oui. En d'autres termes, ils sont capables de déceler. C'est pourquoi dans beaucoup de cas, on connaît ce qui s'est passé comme ça. On a arrêté ces gars après les attentats, après de Moscou, là. Oui. En très peu de temps, non, lui, il est là, il est quitté. Ça fait quelques minutes, il a une Renault Yoga, il est ici, là, à la frontière. On l'arrête. Le service de renseignement est au top. Exact. Oui. Mais curieusement, vous savez, depuis que l'avion de Prigojine est tombé, c'est qu'on n'a pas encore eu le résultat de là. Hein? Oui. Mais c'est trop curieux, ça, quand même. En tout cas, plusieurs personnes d'Alvarez Ngoudiou, vous n'êtes pas le seul, estiment que Prigojine n'est pas mort et n'a pas pu mourir. On appelle ça, on l'a déclassé, mais on l'utilise. Et si un gars comme Prigojine est dans le Sahel, les gars doivent avoir peur, soit la CEDEAO, soit du côté de Paris. Merci, docteur Delvaris Ngoudiou. On va bientôt clôturer sur ce sujet, car après, on parle de la reconnaissance de l'État palestinien par certains États. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que cette annonce, cette mission chargée, ou alors cette mission donnée au président Diomaye Diakhar Faye est juste la partie visible de l'iceberg? Parce que sous cette partie visible se cacherait un programme ou encore une tentative de déstabilisation de ces différents États. Alors pourquoi penser de cette manière? On récapitule avec évidemment les sorties du général Lecointre que vous avez mentionné tout à l'heure, sans oublier ce fervent accrochage, en tout cas, dont faisait montre Emmanuel Macron en ce qui concernait le Niger et même le Mali et le Burkina Faso. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui se cache en dessous pendant qu'on vient parler de médiation? On essaye de voir si c'est une technique qui va fonctionner. Dans le cas où elle ne fonctionne pas, on essaye une autre. On rappelle quand même que dans pratiquement 6 ou 7 mois, le Mali, le Burkina et le Niger seront désormais partis de la CEDEAO officiellement. C'est exactement ce que j'ai dit plus haut. Que c'est la politique du bâton et de la carotte. Oui. Ou dans des carottes, là, ben, en réalité, il y a un bâton qui est derrière le dos. Ça, j'en suis convaincu. Donc la force de la CEDEAO reste en attente? Oui, même si elle peut faire semblant d'être mobilisée. Vous avez pu remarquer, par exemple, que le Niger a pris des mesures, je crois, hier. Parce qu'en réalité, la frontière était fermée avec le Bénin. Mais quand même, comme il y a des riverains, c'est les mêmes peuples, les passants pouvaient passer. Excusez la tautologie, traverser à pied. Mais il n'y a plus ça. Parce que le Niger a bien fait de souligner que vous formez les terroristes chez vous pour nous attaquer. Juste que les Béninois disent que non, on forme les gens, c'est pas pour vous attaquer, c'est pour lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire quand même, il y a des gens chez vous qui sont forts. Oui, il y a des formations. Mais si les gars sont formés, c'est pas pour aller à la pêche, c'est pour attaquer. Si on a pu découvrir, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, etc. Des caches d'armes. Oui, c'est pas des jouets, c'est pas pour aller chasser. Si, à votre avis, pourquoi l'ambassade de France à Ouaga engage des travaux sérieux sans aucune autorisation? Puis, les autorités burkinabées se rendent compte qu'il y a des nouveaux bâtiments qui sont faits. Quand on fait des nouveaux bâtiments, puis en réalité, que ce soit ici, que ce soit partout, dans les ambassades sérieuses, on fait de nouveaux bâtiments. Parce qu'en réalité, l'ambassade est un point de regroupement. C'est-à-dire qu'en temps de conflit, on peut loger un certain nombre de personnes. On fait de nouveaux bâtiments. On fait de nouveaux bâtiments. C'est curieux. Mais non, mais plus préoccupant encore, c'est que les autorités, le renseignement burkinabé se rendent compte qu'au sein de l'ambassade, ils étaient en train de créer une soute pour le carburant. L'ambassade n'est quand même pas une station-service. Même dans les pays les plus barbares, quand vous voulez créer une station-service, il y a une tonne d'autorisation. On ne peut par exemple pas créer une station-service à côté d'une école, etc. Il y a un certain nombre de paramètres. Vous demandez des autorisations pour ça. Les gars ne demandent pas. Mais si vous n'envisagez pas quelque chose de grave, pourquoi voulez-vous mettre du carburant en très grande réserve dans votre maison? Ça, c'est des signes qui montrent que vous êtes en train de préparer quelque chose. Puis il faut être autonome. Oui. Parce que vous avez pu remarquer que ce soit particulièrement au Burkina ou
Au Niger, vous savez, il y avait même plus des œufs vifs au pain où apparemment l'ambassadeur mangeait des croquettes pour chiens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui avait été dit. Mais toujours est-il que les mesures avaient été prises pour qu'on puisse les approvisionner. Oui. Si on ne les approvisionne pas, ni en eau ni en électricité par exemple, c'est-à-dire qu'ils envisagent d'avoir de l'électricité en très grande quantité qui peut tenir pendant des mois, peut-être des années. Alors, vous ne pouvez avoir ce type de choses chez vous que si vous êtes en train d'envisager une crise pour longtemps. Oui. Mais vous envisagez une crise en vertu de quoi? À moins que vous soyez en train de préparer quelque chose. Donc moi je pense pour ma part que oui, ça c'est la face visible de l'iceberg. Ça ce n'est que le côté diplomatique des choses. Remarquons par exemple qu'à plusieurs reprises, depuis que les Américains ont dit qu'ils vont quitter, quand ils quittent du Niger, ils sont en train de négocier pour s'installer en Mauritanie. Mais curieusement, quand on a eu cela, ça a remarqué que de plus en plus, les autorités mauritaniennes ont vu une manière de réagir. Vous savez, en fait, c'est parce que le Mali s'est même beaucoup maîtrisé. Sinon, il y aurait déjà un petit conflit qui aurait éclaté. De plus en plus, les autorités mauritaniennes disaient que non, à la frontière, il y a eu ceci, on a tué un Mauritanien, et vraiment, ils ont envoyé des troupes pour commencer à patrouiller, etc. etc. Moi, je pense pour ma part que, donc pour sortir de la question, oui, effectivement, ces gars sont en train de faire semblant d'être des diplomates, mais ils sont en train de vouloir décapiter l'AES. Bon, Dieu merci, espérons que l'AES est en train de se préparer et qu'ils savent lire entre les lignes. Ils ne doivent pas croiser les bras, ils doivent se préparer. On a pu comprendre, on a pu analyser que ce soit, je pense, on faisait une émission dessus la semaine dernière. Vous savez, il y a eu des coups de feu, pas loin de la résidence de Traoré. C'est l'année passée ou l'année passée, vous savez, on a essayé d'assassiner le président Goïta à plusieurs reprises, jusqu'en pleine mosquée même, etc., etc. Donc, dans un contexte comme celui-ci, moi, je pense que les États devraient se préparer et mieux mûrir leur stratégie, leur tactique, et à savoir que même, et ça c'est final. Oui. Vous savez, dans les livres de stratégie européens, ils appellent le panafricanisme le nationalisme africain. Il ne faut pas ce nationalisme africain. Oui, c'est très dangereux. Oui. Il y a une autre là, je ne sais même pas, j'ai lu ça ce matin, je ne sais pas si c'est vrai. Il y aura les services occidentaux qui prépareraient de neutraliser beaucoup de panafricanisme parce qu'ils ont l'impression que l'idée est en train de se repentir partout sur le continent africain. Il faut stopper cela. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais toujours est-il que, vous savez, quelqu'un peut ne pas vous aimer. Oui. Quelqu'un peut tout faire, mais il ne peut pas enlever le sentiment que vous avez en vous. Il ne peut pas enlever la pensée que vous avez en vous. C'est ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent ça le feeling. Ce qu'on appelle le sentiment. C'est-à-dire, un homme peut tout faire, mais il ne peut pas vous obliger à l'aimer. C'est tout. Etc., etc. En d'autres termes, dès que vous avez l'idée planquée en vous, on ne peut plus enlever cela. Et ils sont en train de tout faire pour détruire cela. Donc, moi, je pense que c'est important que ces nations restent soudées et que d'autres nations regardent par là aussi. Parce que nous pensons que c'est le chemin. Si on paye le carburant à 830 francs et que les gars payent à 350 là-bas, alors qu'ils n'en produisent pas. Mais c'est pas curieux ça? Très curieux d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, pour sortir de là, d'Alvaris Ngudju, que l'agrandissement de l'AES pourrait constituer une plus grande protection de ces différents pays, enfin peut-être pas des pays, mais de l'organisation, de l'Alliance des États du Sahel elle-même, de la Confédération qui est en train de se mettre sur pied? En réalité, moi, je pense que l'agrandissement est même indispensable. Indispensable pour la suivi. Je suis convaincu que chacun de ces États n'existe aujourd'hui encore, ou chacun de ces pouvoirs n'existe que parce que ces gars sont unis ensemble. Là, ils étaient en train de vouloir intervenir. C'est quand on leur dit que on fait un communiqué, c'est de tous pour un pour tous. Si vous attaquez le Mali, vous avez attaqué les deux autres nations. C'est là où ils commencent à réfléchir par deux fois. Que, mais les gars à Abidjan disent, mais est-ce que nous allons aller mourir parce qu'on veut défendre le colon? Nous, on a été formés pour défendre la Côte d'Ivoire, mais pas pour aller défendre le colon. Etc., etc. Donc, pour dire que, oui, dans un contexte comme celui-ci, c'est important de préparer l'agrandissement. Moi, je vois plutôt un modèle aller un peu comme des BRICS, quoi. Un BRICS, c'est de préparer la porte pour d'autres personnes qui sont prêts à rentrer. Et comme vous savez bien, l'union fait la force. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons faire face à un certain nombre de difficultés. Si le Niger était ça devait être très difficile. J'ai cité tout à l'heure les centaines de camions qui avaient été transportés, qui avaient été envoyés de Burkina Faso pour les approvisionner en vivres parce que les frontières totalement fermées avec le Nigeria. C'était une manière d'asphyxier le Niger. De l'autre côté, j'ai cité le carburant qui est pratiquement en train d'être donné à un coût extrêmement bas au Burkina et au Mali. Et tout cela contribue à des choses concrètes. Parce qu'en fait,
Si le Burkina qui ne produit pas de pétrole était en difficulté ou en difficulté énorme et qui ne peut pas être approvisionné en pétrole, mais le matériel militaire ne peut pas circuler, comme nous voyons dans un pays comme en RCA par exemple, etc., etc. Ça montre que l'Union fait la force. Vous savez, le Mali par exemple, un des premiers producteurs en Afrique en ce qui concerne le bétail. Ça veut dire ils sont capables d'approvisionner beaucoup de pays, etc., etc. Il y a cette configuration. Quand vous voyez le bétail qui quitte du Burkina, pardon, pour le Niger, une bonne partie aussi vient du Mali ou des vivres, etc., etc. Ça montre que c'est ce qu'on appelle en macroéconomie les coûts comparatifs de minor gains. Ça veut dire que ce que je n'ai pas ou ce que je n'ai pas produit, je peux prendre chez mon voisin et vice-versa, etc., etc. Et je crois que de plus en plus de nations vont rentrer dans l'AES. Ça pourra faire du bien pour les peuples et pour pouvoir vraiment sortir de l'eau comme nous le souhaitons sur le continent. Djomar Diakhar Faye réussira-t-il à convaincre ces différents États de retourner au sein de la CEDEAO? C'est l'une des interrogations que l'on mettait sur ce plateau. Selon vous, Dalvaris Ngudjou, il ne faut pas être pessimiste, mais pas non plus optimiste sur... faut travailler dur. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Mais de vous à moi, sérieusement, Dr Dalvaris Ngudjou, quelle serait la plus-value pour les pays de l'AES à retourner au sein de la CEDEAO? Sincèrement, rien. Rien. C'est comme on dit chez nous, en fait, la Bible dit, vous savez, je suis chrétien. D'accord, c'est pour ça que vous chuchotez. C'est pas tout le monde. D'accord. Vous savez, la question religieuse, elle est très sensible. Vous savez, on peut tout faire un débat, mais chacun garde sa religion. Moi, je cite la puissance en réalité. Il dit dans les évangiles que une certaine personne qui connaît la parole de Dieu laisse les mauvaises habitudes et retourne dans les mauvaises habitudes. C'est comparé à une personne qui vomit, excusez l'expression, on retourne encore à ses vomissures. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, si ces trois nations retournent encore, c'est comme si elle était en train d'avaler ce qu'elle a craché. Et moi, je pense que est-ce que les nations qui sont dans la CEDEAO se trouvent mieux, se portent mieux? Le Bénin se porte mieux. La Côte d'Ivoire se porte mieux. Pays pauvres très très endettés, 33 000 milliards de dettes. On fait comment pour s'en sortir? On ne va pas s'en sortir facilement. Je veux dire, ces trois nations n'ont rien à envier à ces autres pays. Dites-moi un seul pays. L'élément qui contribue à ce que les failles arrivent au pouvoir, c'est parce qu'à un moment, les populations sénégalaises se sentent martyrisées par le pouvoir qui était là. Parce qu'une bonne partie, c'est vrai que Macky Sall ne va pas tout cracher, puis aussi faire son travail, mais en réalité, ils ont tout l'impression que c'est le colon, c'est l'étranger qui contrôle beaucoup de choses au Sénégal, etc., etc. Dites-moi, une seule nation au Nigeria, vous connaissez le coup du Cabé au Nigeria? Ça, pratiquement, tout récemment, le Nigeria vient d'avoir une bonne raffinerie avec Dangote, mais ça n'a pas contribué à ce que le coût du carburant baisse, alors que c'est un grand pays exportateur de pétrole de par le monde entier. Vous savez, le Nigeria, c'était la première économie africaine. Mais actuellement, là, vous savez, le Naira, il y a cela quelques années, quand nous y étions, quand vous venez ici avec 1000 Naira, ça valait environ 3500 francs. Mais aujourd'hui, là, c'est l'inverse. Quand vous venez avec 1000 Naira, surtout 350 francs, ça a totalement baissé sa valeur. Je vais dire, pour répondre à votre question, qu'est-ce que ces trois nations peuvent envier aux nations qui sont sur le colon? Ces nations ont quand même en vue la possibilité de créer leur propre monnaie. Et non même plus les mêmes idéaux sur le plan politique. Exact. Ces nations, pour la première fois en Afrique de l'Ouest et une des rares fois en Afrique centrale, sont en train de recevoir sous peu une centrale nucléaire qui va les approvisionner en énergie. Le Nigeria, là, qui produit beaucoup de pétrole, là, je vous assure, au Nigeria, parfois, la lumière vient parfois. On ne dit pas que c'est pas comme Enio, nous parlons là. Là-bas, le Nigeria, chacun a le groupe électrogène. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais qu'ils en produisent. Mais le Burkina, le Mali, ils sont en train d'avoir leur centrale nucléaire qui va être fournie par la Fédération de Russie. Quand vous avez des situations comme celle-là, vous pouvez encore envier les gars qui lisent à la lampe tempête, sans possibilité, sans dessus, alors que vous êtes déjà en train de se présenter chez vous. Donc moi, je pense pas que vraiment, il ne gagnerait pas grand-chose à retourner à la CEDEAO. Merci, Dr Dalvaris Ngudjou, pour vos analyses apportées dans le cadre de cette émission sur cette thématique particulièrement. Dakar, qui est donc chargé de faire revenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger au sein de la CEDEAO, alors que ceux-ci forment déjà l'Alliance des États du Sahel et peaufinent en ce moment le projet de création de la Confédération. Alors, on en parlera certainement dans
dans d'autres programmes avec vous, docteur Delvaris Ngudjou. À présent, sans transition, parlons de cette guerre à Gaza. On se souvient que les combats ont recommencé de manière très intensive depuis le 7 octobre dernier et certains observateurs, docteur Ngudjou, estiment que pour résoudre la situation entre la Palestine et Israël, il faudrait que la Palestine soit reconnue en tant qu'État, par exemple. Alors, 3 pays européens ont décidé d'acter permettez la tautologie, la décision, le 28 mai prochain. Il s'agit de la Norvège, l'Irlande et même l'Espagne qui ont annoncé qu'ils reconnaîtraient désormais la Palestine en tant qu'État. Une annonce qui n'a pas fait plaisir, en tout cas, à Israël. On se souvient que les ministres des Affaires étrangères ont été rappelés, ceux de l'Irlande et la Norvège, par exemple, et que la guerre se poursuit entre les deux pays, c'est-à-dire la Palestine et Israël. Reconnaître l'État palestinien, est-ce une partie de la solution à cette crise? Premièrement, pour mieux comprendre, c'est important que nous rentrons dans cette phase de la guerre. Vous savez, quand Israël a commencé, d'abord, Israël a été victime d'une attaque du Hamas le 7 octobre dernier, qui a contribué à la mort de beaucoup de personnes, au moins 1700 personnes, dont les soldats israéliens, dont les civils. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été prises en otage. Quand Israël lance l'opération, Israël bombarde Gaza-ville, tout le nord de Gaza. Et Israël avait ils font ça, ils envoient parfois des bouts de papier, les flyers, pour informer, pour exhorter la population de Gaza à quitter le nord de Gaza. Parce que Israël, sur la bande de Gaza, il y a les frontières terrestres, il y a une frontière terrestre avec Israël. Il y a une qui part vers la Cisjordanie, mais surtout celle la plus importante ou par laquelle les aides entrent pour Gaza, c'est celle de Rafah. La Rafah en frontière avec l'Égypte. Donc justement, Israël a dit à la population de fuir le nord parce qu'il est en train de bombarder ce qu'ils appelaient, je sais pas quoi, les installations du Hamas. La population a fui et est partie à Rafah. Il n'était pas question d'attaquer Rafah. Parce qu'à Rafah, il y a plus d'1 million de personnes, parce que 2 millions de personnes, les femmes, des enfants, des personnes âgées. Quelque temps après, Israël dit que non, nous allons attaquer Rafah, non, on va massacrer. Je crois qu'il y a cela à peine quelques jours, ils ont pris le poste frontière de Rafah. Parce que sur le poste frontière de Rafah, une partie est en Égypte, une partie est en Palestine, donc à Gaza. Quand vous contrôlez là-bas, ça veut dire qu'en réalité, aucune aide ne peut entrer à Gaza sans l'aval d'Israël, même par voie terrestre. Face à cette situation, justement, un certain nombre de nations, de par le monde entier, ont dit qu'en réalité, c'était la goutte d'eau de trop. Ils vont reconnaître l'État palestinien, notamment l'Irlande, la Norvège et l'Espagne, disant que ça va être fait le 28 mai. Mais je dis, pour ceux qui pensent que, moi j'ai d'abord dit que c'est pas mauvais, c'est symbolique. Et c'est symbolique, et contrairement à ce que les gens peuvent se dire, reconnaître l'État palestinien, ce n'est pas détester Israël. C'est aimer Israël. Israël, c'est une nation vraiment aimable et respectable. Ça, c'est très important. Mais le respect se mérite. Nous, Africains, nous allons beaucoup parler. Mais pour être franc avec vous, j'envie Israël. Parce que remarquez que j'ai un ami qui travaille dans une présidence ici en Afrique. Il faisait une réunion à Tel Aviv. Il travaille un chef d'État. Il faisait une réunion avec Benjamin Netanyahu, parce qu'il était en visite là-bas. Et Benjamin Netanyahu leur dit que si Israël avait respecté une seule des résolutions des Nations Unies, c'est qu'Israël n'existe pas. Pour cela, vous savez, Israël occupe le Golan aujourd'hui. Israël occupe une bonne partie de la Syrie aujourd'hui. Les Nations Unies ont voté, qui dit qu'ils n'en parlent pas. Vous massacrez, vous les condamnez matin, midi et soir. Les gars, on n'applique pas. Et c'est à nous de nous reposer des questions en tant qu'Africains. On va continuer à poser des questions. Parce qu'on aime s'aligner, se coucher. Que les Nations Unies ont dit c'est cela. Et puis quoi? Les Nations Unies, ce n'est qu'un groupement d'États où chacun défend ses intérêts. Oui. Que ce soit dans la thématique précédente, que ce soit le Mali ou le Burkina ou même la Centrafrique. C'est aux Nations Unies qu'il y a des résolutions qui ont été votées pour l'embargo d'armement contre le Mali. Des résolutions qui ont été menées par la France pour empêcher que l'État malien ne s'arme pour se défendre. Pendant que les terroristes, curieusement, ils ont des armes jusqu'aux hélicoptères. C'était une petite parenthèse sur les Nations Unies. Je peux vous dire que Israël impose, en fait, Israël se donne les moyens. Ça, c'est la mentalité. On sert Dieu. Mais c'est très important de savoir qu'il n'y a pas de fatalité. Si vous bossez Dieu, vous gagnez. Si vous ne bossez pas, il n'y a pas de problème, vous allez perdre.
Et nous, Africains, on doit regarder cette mentalité d'Israël. C'est quoi il dit? C'est une nation qui est respectable, même si on ne soutient pas ses actes, elle est respectable là-bas. Parce que Israël regarde le sens de ses intérêts. Vous savez, c'est au cœur du désert Israël, mais c'est le premier pays exportateur d'avocats dans le monde entier. Mais c'est enviable, ça. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous, on dit, vous avez beau détester l'antilope, mais avouez quand même qu'il court plus que vous. Qu'elle court plus que vous. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que nos États n'avaient pas d'armée. Le président Paul Biya a institué une armée, le BIR. Le BIR est formé sur le modèle d'Israël. Tzahal, l'armée de Dieu. Vous savez, pendant longtemps, c'est passé inaperçu. Ce n'est que maintenant, c'est un peu vulgaire. Remarquez que le Cameroun, par exemple, était la seule nation au monde entier où la garde présidentielle avait la tenue d'Israël. Remarquez que la GP, la tenue, le vert olive, c'est la tenue de l'armée d'Israël. Les Rangers là, les Rangers que nos gars portent là, qui est couleur beige là, regardez, c'est exactement ça que Tzahal disait. C'était un modèle et qui a marché. C'est pourquoi le président Biya encore là, à 40 ans. C'est pas qu'on n'a pas essayé, mais on rencontre en face. C'est le modèle qui a été fait. Quand je parlais tout à l'heure des armées républicaines, figurez-vous au Cameroun, la doctrine qui est instituée au niveau de la garde présidentielle, par exemple, la garde présidentielle, quoi, vous savez, le slogan, c'est le bouclier de la capitale. Pourquoi le bouclier de la capitale? Parce que dans les doctrines militaires au Cameroun et les stratégies qui sont implémentées, la garde présidentielle seule peut résister contre toute l'armée camerounaise pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'ils peuvent défendre la capitale pendant 2 mois contre tout le restant de l'armée. Mais cette formation, c'est une formation apportée par Israël. Vous avez beau ne pas l'aimer, mais les gars, ils sont efficaces. Parce qu'ils regardent le sens de leurs intérêts. Et ça, c'est important. Maintenant, sur le côté diplomatique, certains États disent, ou alors se disent qu'en reconnaissant, c'est pas mauvais déjà. Mais ça ne change pas grand-chose. Ce que ça a été oublie l'histoire. Dans le monde entier, il y a 142 États au moins qui reconnaissent la Palestine. Aux Nations Unies, il y en a environ 192 États. Sur 192 pays, il y en a 142 qui reconnaissent la Palestine comme un État. C'est la raison pour laquelle la Palestine a un siège à l'Union africaine. Oui. Addis Abeba. Oui, la Palestine siège. C'est pourquoi Mahmoud Abbas vient là régulièrement. Etc. Sur les 192, une bonne partie des pays qui reconnaissent Israël, qui reconnaissent c'est pas quoi, la Palestine comme une nation, se trouve sur le continent africain. Et c'est plutôt surprenant. En fait, la plupart des pays francophones du continent reconnaissent la Palestine comme un pays. Le Sénégal, même le Zaïre de Mobutu, même le Gabon que vous voyez là, même la Centrafrique. En réalité, c'est pourquoi je dis, vous voyez l'avance que les Africains ont sur certains. Et une bonne partie des pays, comme le Zaïre, le Congo, ils ont reconnu, même ici, le Congo de Sassou là, ils reconnaissent. Et Mobutu reconnaît, beaucoup de pays sur le continent, par exemple, reconnaissent la Palestine comme nation depuis 1988. Établissez une différence entre 88 et 2024. C'est-à-dire qu'une bonne partie des nations de par le monde entier, notamment africains, reconnaissaient déjà la Palestine. La Colombie a dit, il y a cela quelques mois, ils vont ouvrir une ambassade à Ramallah. Ramallah, c'est la capitale de la Cisjordanie, donc la capitale où il y a l'autorité palestinienne. C'est avant que ces gars ne disent, parce que vous avez entendu parler de l'Espagne, la Norvège et l'Irlande. Ils ont un projet de le connaître le 28. Il dit que la Colombie connaît depuis, ils ont dit qu'ils vont ouvrir l'ambassade là-bas. Etc. Même quand la Colombie reconnaît, les États africains reconnaissent depuis, pour certains dans les années 80, etc. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que cela implémente un changement sur le terrain? Justement. C'est pourquoi je dis c'est un côté symbolique. C'est comme une décision de lancer un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou à la Cour pénale internationale. Oui. C'est une décision politique. Oui. C'est une décision politique, mais qui a quand même le mérite de perturber Benjamin Netanyahou. Parce qu'ils ont appelé tout le monde, toute la nuit. Biden qui prend son téléphone, qui appelle tout le temps, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Mais on le fait. Ça perturbe quand même. Parce que vous avez entendu, je crois que c'est pas si c'est les Pays-Bas, c'est la Norvège qui a dit, si Netanyahou est grand, mettre les pieds là-bas, on les arrête. Ça peut se faire. Quand les gens disent même si le pays n'a pas reconnu le traité de Rome. Merci beaucoup. Peut-être cela à peine quelques mois. Au début de l'opération spéciale, les gens ont fait un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Est-ce que
la Russie reconnaît le traité de Rome? Non. Jamais. Mais on a menacé, on a annoncé qu'il pourrait être arrêté en Afrique du Sud. Non, qui tombe là. Je dis seulement, ils ont quand même fait un mandat contre lui. Oui. Il y a cela quelques années, quand les gars ont décidé de faire partie de Bachar al-Assad. Jusqu'à l'heure que je vous parle, il y a un mandat contre Bachar al-Assad émis par la CPI. La Syrie n'étant pas membre du traité de Rome. Ici en Afrique, on est venu menacer Omar el-Béchir pendant longtemps au Soudan de l'arrêter, etc., etc. Le Soudan n'a jamais ratifié le traité de Rome. Pire, à côté de nous, en Côte d'Ivoire, quand on part à retirer Barbou dans sa chambre, dans son bunker et son épouse, quand on kidnappe Blé-Goudé pour l'amener à la CPI, la Côte d'Ivoire n'a jamais ratifié le traité de Rome. C'est après. Pour vous dire que ces gars sont des vandales. Et comme disait M. Khan, je crois, ce matin, il disait qu'il a reçu des coups de fil, on lui a fait tellement de pression, et quelqu'un lui disait au téléphone, la CPI est faite pour des Africains et pour des voyous comme Poutine. Ce n'est pas pour les Occidentaux et leurs alliés. Fin de citation. Donc pour justement vous dire qu'en réalité, le fait d'être membre ou pas, pour eux, c'est pas important. Pour eux, c'est pas important. Ils impliquent ce qu'il dit au téléphone, ce qu'on a dit à quand le procureur. En réalité, c'est ce que beaucoup pensent. Ce qu'on fait, quand on a arrêté, ce gars-là, même ici, là, il est en prison toujours à Londres, là. Charles Taylor. Charles Taylor, il était président du Libéria. Il y avait les pourparlers des pères, les 700 qu'il est parti au Nigeria, tout ça. Les Nigériens ont joué aux têtes comme ils font dans tous ces cas-ci-là. On l'a arrêté, on l'a livré, on l'a jugé là, on l'a emprisonné à Londres, etc., etc. Alors que le Libéria n'avait pas traité, n'a jamais signé le traité de Rome. Ce que j'ai dit implémenté dans beaucoup de domaines, etc., etc. Donc pour vous dire que, oui, pour reprendre votre question, que ils ne sont pas membres de la CPI, Israël n'est pas membre de la CPI, même qui finance la CPI en grande partie, c'est les Américains. Est-ce que les Américains sont membres de la CPI? Non. Pire, c'est que dans la Constitution américaine, j'oublie l'article, je ne sais pas si c'est l'article 151, il y a un article qui dit clairement que c'est la loi américaine, que si un responsable américain, puisque en réalité, il y a des enquêtes qui avaient été faites sur les crimes de guerre des Américains en Afghanistan et en Irak, et on a eu la possibilité de les arrêter. Et cette loi américaine dit que même s'il arrive qu'un ressortissant américain, soldat ou qui que ce soit, est arrêté et amené à la CPI, les Américains se gardent le droit d'envoyer un détachement des forces spéciales, des hélicoptères là-bas, de casser les personnes de la CPI, de prendre leurs ressortissants de l'Irak. C'est inscrit dans la Constitution américaine. C'est clairement du deux poids deux mesures. Ça veut dire que vous arrêtez un brigand chez vous, il ne sait pas quoi, vous le mettez en prison, vous le jugez, tout ça. Quelqu'un dit que ses parents disent que nous allons casser la prison, on le prend pour partir avec lui. Donc pour vous dire que ce soit l'ensemble de ces nations, même la Chine n'est pas membre de la CPI, etc., 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 etc. Donc pour eux, c'est que quand vous n'êtes pas membre, mais que ça joue leurs intérêts, on peut vous arrêter, on peut faire ce que vous voulez. Car Poutine, car Barbo et tout ce que j'ai cité, Bachar al-Assad, Omar el-Béchir. Mais quand vous n'êtes pas membre et que vous êtes proche d'eux, ils font tout pour vous protéger. Donc pour répondre à votre question, que oui, ça perturbe quand même, ça complexifie. Et les gens se posent des questions. Quand vous êtes sur, parce que ça passe inaperçu ici, mais de plus en plus en Israël, il y a des soldats qui refusent d'aller servir en Palestine. Vous savez, on est quand même des humains. Il ne faut pas tirer sur les mamans. Il ne faut pas tirer sur les femmes et les enfants. Il ne faut pas tirer sur les petits garçons à longueur de journée. Et vous rentrez le soir dormir. Et vous rentrez faire bisous à votre femme. Et vous rentrez faire bisous à votre petite fille que vous avez laissée à la maison. Quand vous avez passé la journée, vous avez tout simplement un bilan de plus de 35 000 morts. Donc plus de 70% sont des femmes et des enfants. Et vous achetez des bonbons à votre fille quand vous rentrez. Et vous faites des courses pour votre maman. Quand vous sortez tuer la maman des autres, ça perturbe la conscience de beaucoup. Et de plus en plus, ils disent, envoyez-nous partout servir, mais on ne peut pas servir dans les territoires palestiniens. On ne peut pas tirer sur les enfants. Vous avez remarqué, tout récemment, il y avait un largage de denrées alimentaires qui venaient d'un avion. Et quand les gens sont partis pour ouvrir les paquets pour prendre, Israël a laissé qu'ils se rassemblent autour. Ils ont tiré dessus. Est-ce que vous pouvez dormir avec la conscience tranquille quand vous pensez, quand vous faites ce type de choses? Pour vous dire que oui, de plus en plus, le mandat, c'est vrai, ça va être difficile à appliquer, mais même le soldat qui tire, il se pose la question. Mais si le Premier ministre, il y a un mandat contre lui, si le ministre de la Défense a un mandat contre lui, moi qui ne suis qu'un soldat, vous pensez que je peux facilement être épargné? Et n'oublions pas que Netanyahou, vraiment, il y a une tonne d'enquête, même en Israël, contre
contre lui. C'est même une des raisons pour lesquelles il continuerait dans la guerre. Puisque quand il y a la guerre, on a une forme d'état de crise. Donc on va continuer. Oui. Dès qu'il y aura un peu la paix, puisque avant même que la guerre ne commence, remarquons que pendant des mois, il y avait des manifestations à Israël demandant la démission du Premier ministre. Parce que lui, il a institué une thèse de loi qui disait que, en fait, le Parlement pouvait avoir la force, pouvait prendre des textes qui sont au-dessus de la Cour suprême. Ça fait qu'en réalité, c'est une influence du pouvoir législatif au pouvoir judiciaire. Si en ce moment-là, les points ne pouvaient pas être indépendants. Donc, moi, je veux dire, pour sortir directement sur cet aspect que c'est vrai, premièrement, ça va être difficile d'appliquer le mandat, mais au moins ça persiste, ça complexifie l'opération. Mais surtout, n'oublions pas que ça passe inaperçu. De manière juridique, il n'y a pas un mandat contre Netanyahou. Oui. Le procureur a proposé au juge d'initier un mandat contre Netanyahou. Et maintenant, vous avez bien remarqué qu'ils n'ont même pas fait un mandat contre Netanyahou seul. Ils ont fait aussi contre les responsables du Hamas, notamment Yahya Chinois et Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas. Donc, moi, je pense quelque part, la CPI est un peu en train de je sais pas quoi, de se ménager. Vous avez vu, j'ai eu l'impression que la femme qui était à côté, elle avait tellement peur que, je sais pas quoi, qu'elle devait pisser dans son slip. Mais maintenant, de l'autre côté, moi, je pense que surtout, reconnaître la Palestine, ce n'est pas détester Israël. Reconnaître, saluer votre petite soeur, ce n'est pas ne pas vous aimer. On peut vous aimer ensemble. On peut vous respecter ensemble. Chacun avec les particularités. Et je crois toujours que la vraie solution, c'est une solution à 2 États, où chaque nation pourra vivre. Et surtout, remarquez bien, il y a des Palestiniens qui travaillent en Israël. Tous les jours. Pire, c'est qu'en réalité, ce sont des frères. Si vous pensez vraiment que vous êtes des Israéliens, c'est que vous êtes des frères, avec des Palestiniens, etc., que vous êtes venus trouver. Puis n'oublions pas, c'est des gars qui viennent dans les années 40 pour créer l'État là-bas, etc., après la déclaration de Belfast. Bref, pour sortir, moi je pense pour ma part que reconnaître c'est une bonne chose, mais ce n'est que de manière symbolique. Mais cependant, c'est déjà quelque chose. Je voulais aussi souligner que les Africains l'ont fait il y a de cela bientôt 40 ans avant que ceux qui nous crient aujourd'hui qui vont essayer de le faire. Oui, et justement, il le crie très fort avec des communications assez offensives sur la question, comme s'il s'agissait d'un mouchard blanc qui viendrait mettre fin tout d'un coup à la guerre, en tout cas entre ces 2 pays. On rappelle aussi au passage que l'Afrique du Sud continue de clamer son soutien envers la Palestine. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut. Oui, ça vaut, mais ça vaut quelque chose. Ça vaut, puisqu'il faut bien comprendre qu'en réalité, c'est grâce à l'action de l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud qui porte l'action devant les tribunaux internationaux, malgré beaucoup de pression. Et je crois, si je ne me trompe pas, la Colombie se joue aussi à l'Afrique du Sud. Il y a des plus en puissants. C'est pas supportable. L'Espagne aussi soutient l'Afrique du Sud dans sa... Oui. Mais l'Espagne soutient beaucoup plus du bout des lèvres. Puis n'oublions pas qu'en réalité, ces pays, il y a de cela à peine quelques semaines. Il a été proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies de reconnaître tous les droits à la Palestine. C'est un des États qui est très proche de l'Espagne et de toutes ces nations-là. Tous les États ont voté pour. Oui. Un seul État s'est opposé et a donné son droit de veto. C'était qui? Les États-Unis. Je pense sincèrement que les gars qui mandent dans la même marmite, qui sont ensemble tous les jours, ils se partagent simplement les cartes. Et quelques semaines après, on a voulu voir si c'était légitime cela. Pas légal. On a organisé un vote à l'Assemblée générale, qui est la plus représentative. Je crois que plus de 140 États ont voté pour que les Palestiniens puissent avoir un État. Donc, pour vous dire que, pour sortir que, en réalité, beaucoup là, ils font semblant d'être avec vous. Mais dans la réalité, ils ne sont pas avec vous. Ce qu'ils font aujourd'hui, parce que les Africains ont fait longtemps. On a fait ça longtemps. C'est pourquoi les Palestiniens siègent ici à Addis Abeba avec nous tout le temps. Donc ils ne peuvent pas donner l'impression comme ils étaient en train de délivrer le monde parce qu'ils disent que je vais reconnaître. Or que vous allez reconnaître en faisant quoi de concret? Rien, parce que vous êtes toujours au soutien d'Israël. N'oublions pas qu'Israël a besoin de beaucoup de matériel militaire. Ce matériel militaire, c'est donné par l'OTAN, notamment par les Américains et les Espagnols qui sont de l'OTAN, etc. Merci Dr Dalvaris Ngudjo pour vos analyses dans le cadre de cette émission Regard panafricain qui est terminée. On met la clé sous le paillasson, on vous retrouvera très bientôt. On rappelle quand même les titres. Nous avons parlé de la CEDEAO et puis Dakar qui a été mandaté pour faire revenir les pays de l'AES au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En dernière partie, nous parlions de cette guerre à Gaza, mais particulièrement du fait que plusieurs pays reconnaissent aujourd'hui la Palestine. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'était justement l'interrogation. Merci Dalvaris Ngudjo, à très bientôt. Très bientôt.
Merci également à ceux qui nous ont écoutés sur la 96.3 FM et regardés sur nos plateformes internet For You Media Africa. Merci à la partie technico-artistique savamment orchestrée par Kelly dans le cadre de ce programme. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir, Abuja.